Bonsoir Émile Jobin. Bonsoir. Bonsoir Benjamin Allard. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce magnifique concert. Merci à vous d'avoir été là parmi le peu de personnes présentes physiquement. Merci. Ça n'empêchait pas l'émotion. Tout à fait. Alors j'aimerais commencer cet entretien justement en vous interrogeant sur votre perception d'un concert diffusé en direct, mais sans public. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience si particulière ? Alors, c'est effectivement très particulier. À vrai dire, je ne m'attendais pas du tout à ça, et c'était une première expérience pour moi. Et je dois dire que je remercie très très chaleureusement toute l'équipe, bien sûr, technique du théâtre de l'Alville. Georges Garat, bien sûr, d'avoir insisté pour que ce concert se fasse. Et bien sûr, l'équipe technique, l'équipe de Multicam et ceux qui ont participé à la production qui se reconnaîtront. Mais ce que j'ai trouvé assez exceptionnel et intéressant dans l'expérience que nous avons pu faire ici, c'est tout le travail préalable avec l'équipe qui s'est évidemment intéressée à l'instrument, à la façon dont on pouvait le percevoir et la façon dont on a pu travailler ce concert en se mettant vraiment à la place de quelqu'un qui allait se trouver derrière un écran avec un casque, avec un son qui serait comprimé. Donc tout le travail de prise de son, de prise de vue, je pense que si il est fait de cette façon-là, intéressante, en collaboration réelle avec les techniciens et les artistes qui travaillent pour cette mise en place, les choses ont une forme de sens pour moi. Si le musicien ne participe pas vraiment à ça, eh bien effectivement, on a l'impression de jouer dans le vide. Et ce soir, évidemment, il y avait la présence seulement de l'équipe technique et de vous en physique. Mais ce qui est intéressant avec le travail qu'on a pu faire, c'est que j'ai pu, d'une certaine manière, me mettre à la place des auditeurs, un peu comme si j'étais dans un studio d'enregistrement, ou un peu à la manière d'un enregistrement, où je travaille parfois au casque. Donc c'était une première expérience plutôt agréable cette fois. Je ne sais pas que dire d'autre. Très bien. Mais justement, je pense que les auditeurs sont très curieux d'en savoir plus sur cet instrument. Émile Jobin, vous êtes facteur de clavecin. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce clavicérium et peut-être nous parler un peu de la restauration que vous avez entreprise en 2012 ? Alors, la première rencontre que je fis de cet instrument, c'est il y a maintenant plus de 40 ans, quand je suis allé chez Jean Tourné pour commencer à apprendre le métier. Jean Tourné était tombé amoureux du facteur Albertus Delin, qui a construit ce clavecin en 1750. Et Albertus Delin, eh bien, il œuvrait à Tournai. Donc ça fait déjà des complicités entre Jean Tourné et Albertus Delin. Mais je crois qu'ils avaient ensemble aussi une sorte de connivence sur des instruments qui étaient un petit peu atypiques et des instruments assez pauvres avec des décorations pas trop sophistiquées et des vrais instruments de musique, peut-être parfois même pour des amateurs. Donc il y a une passion pour la musique à travers ces instruments. Moi j'aime beaucoup ça. Quand on voit des instruments anciens, on rencontre des facteurs. En fait, on arrive au bout d'un moment à décrypter une psychologie de facteurs, leurs envies, leurs partis pris, leurs faiblesses. Et j'aime beaucoup ça. Après, j'ai rencontré d'autres facteurs, mais là, cette rencontre s'est faite chez Jean Tourné. Et donc, quelques années plus tard, passablement plus tard, quand j'étais installé, comme j'ai une maison qui a des grands hauteurs de plafond, j'ai téléphoné à Jean en lui disant « Ben écoute, j'aimerais bien faire un clavicérium parce que moi j'ai tellement aimé cet instrument quand j'étais chez toi. Et ben, j'aimerais savoir si tu me donnerais le plan. » Et puis il m'a dit « Oh, ben écoute, je ne fais plus de clavecin, je l'ai démonté, je ne sais plus comment le remonter. Moi, c'est des clavicordes qui m'intéressent. Mais je te le vends si tu veux. » Je me suis dit, après tout, c'est une assez belle filiation, donc je l'ai acheté.
Mais c'est vrai que c'était le deuxième instrument que Jean Tourné a fait, en étant tout jeune, en ayant fait un apprentissage assez succinct. Et bon, il y avait des erreurs assez nombreuses dans la conception de cet instrument, donc j'ai dû refaire un nouveau clavier, des pilotes, des sautereaux, des registres, repointer la table, les chevalets, je veux dire, le recorder et le réharmoniser. Et j'ai gardé juste les équerres, qui sont le système de renvoi, puisque dans les clavicériums, le mouvement du clavier est vertical et il faut le transformer en mouvement horizontal, un peu comme dans un piano. C'est la différence entre un piano droit et un piano à queue. Et donc ça, c'est un peu problématique. Et donc, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour obtenir le mieux possible, mais c'est un instrument quand même toujours assez fragile, et vous avez pu voir qu'il a fait parfois des petites fantaisies. Et vous deux, votre collaboration, vous êtes rencontrés quand ? Ouh, ça fait longtemps. C'est très longtemps. Ouais. Je ne me souviens plus exactement à quelle occasion. Mais une des premières occasions, c'était une fête chez toi. Ah, probablement. Avec un festival de camembert. Je me souviens très bien de ça. Ah bon, c'est possible. Mais disons que, chemin faisant, les instruments d'Émile ont toujours une partie importante. Bon, il y a aussi, bien sûr, d'autres facteurs, mais la relation avec Émile a favorisé, disons, un intérêt pour le clavicorde, avec évidemment des amis communs, comme Étienne Bayot, par exemple, qui joue le clavicorde. Et chemin faisant, j'ai été très sensible à cette question. Et le travail d'Émile sur le clavicorde depuis des années est très important. Donc j'ai décidé de lui commander un clavicorde. Et quelques années, il y avait évidemment un certain nombre d'années d'attente. Et donc on a lié comme ça une collaboration et une amitié. Mais il y a des affinités entre les facteurs et les musiciens, donc des affinités dans les oreilles, aussi des affinités humaines. Et je dois dire que c'est là-dessus que repose le métier de facteur d'instruments. Si on n'avait pas ces échanges avec des musiciens qui sont extraordinaires, hein, évidemment, Benjamin est dans le parnasse des musiciens que je rencontre, mais j'en connais d'autres que j'aime beaucoup et avec lesquels j'échange et qui me font avancer, qui me poussent à trouver des solutions. Et en fait, pour revenir à Delin, moi je trouve que c'est ça qui est magnifique dans ce clavicérium, c'est que s'il a eu envie de faire des instruments de ce type-là, c'était sûrement aussi pour des questions de place, puisque ce sont des instruments qui peuvent se mettre verticaux. Et puis des instruments peut-être destinés à des organistes, parce que c'est une mécanique qui est quand même pas tout à fait commode pour un claveciniste qui a l'habitude d'un clavecin français 18e. Et puis une projection du son qui est vraiment particulière. La première fois que j'ai entendu cet instrument dans une cathédrale, c'était à Gand. J'avais l'impression que c'était des flèches de son qui traversaient une acoustique. C'était vraiment magnifique. Et donc voilà. Et justement, Benjamin Allard, pourquoi avoir choisi le clavicérium pour ce programme spécifique? Et comment adaptez-vous votre jeu sur cet instrument peu commun? Alors, pour l'aspect visuel, je trouverais très intéressant aussi de pouvoir expérimenter cet instrument enregistré, enfin non pas enregistré, mais enfin de le jouer en direct en public. Parce que j'ai fait des expériences de le jouer debout, assis, c'était trop bas ou à la fois trop haut, enfin ça dépendait de la hauteur. Et comme le disait Émile, le fait que je joue aussi l'orgue avait aussi une forme de rapport au son, de se projeter vraiment et de se mettre à la place de l'auditeur, à la fois qui se trouve dans la salle, mais qui se trouve derrière son écran aussi. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi cet instrument, car souvent, à l'orgue, on est dans une position, à la console, au clavier de l'orgue, qui n'a rien à voir avec la manière dont ça sonne en bas. Si un orgue est en tribune, bien sûr. Donc, je trouvais très intéressant de vraiment, encore une fois, de me mettre à la place de l'auditeur et de choisir cet instrument qui est né, oui, au moment de la mort de Bach. Il est certain que je ne pense pas qu'en Allemagne, on ait en tout cas
à la fin du XVIIe siècle ou au début du XVIIIe siècle des instruments de ce type, mais la facture flamande a inondé toute l'Europe et Delin est donc de cette tradition. Il y avait aussi en Italie tout un tas d'instruments de ce genre, plutôt à la Renaissance, mais on peut imaginer que cette tradition d'instruments verticaux, construits par Delin, est une sorte de renaissance tardive de cet instrument qui ne se construisait pratiquement plus. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, en fait, Delin était au carrefour entre la facture flamande qui était très présente, la famille tutélaire des Ruckers qui ont inondé toute l'Europe, mais aussi l'Italie. Et donc, il y a une impression italienne dans cet instrument et dans un autre instrument qui est le premier qu'on connaisse de lui, qui est une petite épinette polygonale. Et donc, moi, j'ai toujours aimé ces facteurs qui faisaient des synthèses entre des facteurs différentes. Et c'est le cas aussi de Thibaut de Toulouse, que j'aime beaucoup, et aussi plus tard Antoine Water, qui est venu en France, mais avec sa connaissance de la facture allemande. Je trouve que ces gens-là, ils dépassent le cadre d'une espèce d'académisme français 18e que moi je trouve personnellement un peu insupportable. Et puis l'idée de se mettre à la place de l'auditeur, et je ne sais pas si l'auditeur peut s'imaginer, mais que quand on joue du clavier citharium, on est vraiment dans l'instrument, on en a plein les oreilles, mais on n'a pas du tout ce qui est entendu, même ne serait-ce que là où sont les micros, c'est-à-dire à peine 1 mètre, ça n'a rien à voir. Donc la façon de s'adapter est vraiment comparable à celle de l'orgue. Donc pour répondre à votre question, je pense que, comme le disait Émile, c'est toujours très important quand on joue de se mettre à la place de l'auditeur et de ne pas jouer pour soi-même. Ou alors à ce moment-là, on joue du clavicorde. Voilà. Justement. Pardon. Allez-y, Joseph. En fait, je voulais dire, quand on joue un clavecin 18e français, vraiment typique, à part Antoine Water, que j'aime beaucoup, que je mets un peu de côté, en fait, on joue du clavecin. Quand on joue le clavicérium, on joue un instrument de musique et la vocalité est vraiment prégnante dans ces instruments et c'est ça que moi j'apprécie particulièrement. Alors, si on continue un peu de parler d'instruments, j'aimerais parler du clavicorde, puisque c'est aussi grâce à Émile Jobin que vous avez développé une pratique du clavicorde. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre pratique du clavicorde, puisque c'est un instrument que vous affectionnez tout particulièrement? Tout à fait, c'est un instrument que j'ai découvert, je l'ai dit tout à l'heure, par l'intermédiaire de plusieurs musiciens que j'ai pu entendre, notamment Gustave Leonhardt, qui m'avait fait une réflexion tout à fait intéressante que j'ai comprise bien des années après un récital de clavicorde qu'il avait donné. Il m'avait dit, enfin, je l'avais félicité, il m'avait demandé si je jouais du clavicorde et je lui avais dit que je trouvais ça trop difficile à apprivoiser, que c'était pas du tout, je n'y étais pas nécessairement pas sensible, mais que j'avais pas encore trouvé mon chemin avec cet instrument. Il m'a dit, vous verrez plus tard, un jour, c'est un instrument finalement qui est le plus facile qui soit. Et j'ai compris bien des années après, en ayant un clavicorde, et puis 2, et puis en jouant plusieurs clavicordes, en jouant notamment pendant le premier confinement, parce que j'ai eu la chance d'être confiné avec cet instrument, que c'est un instrument qui se joue seul et qui permet une réelle expression et une réelle recherche du son pour soi-même et pour la musique, sans effet vraiment. Il est évident qu'on peut faire ce cantabile dont parle Bach, dont parlent les fils de Bach, mais ce n'est pas un instrument avec lequel on brille. C'est un instrument qui est vraiment l'expression. On pourrait le comparer au luth, par exemple. On pourrait le comparer à un chanteur qui s'accompagne au luth, eh bien un chanteur qui peut s'accompagner au clavicorde. Et le fait que des musiciens comme Bach, par exemple, jouaient le clavicorde seul dans leur petite pièce dans sa petite pièce de travail, qu'il composait avec ça, qu'il jouait. On sait qu'il jouait sa musique pour violon seul, violoncelle, pour luth, au clavicorde. Eh bien, ça veut dire que c'est vraiment ce monde
d'une certaine manière luthérien, qui est vraiment dans une recherche de soi, de la pensée, mais aussi de pratiquer une musique de façon noble pour développer et s'enrichir l'esprit. Je pense que c'est cette pratique, en tout cas, qui peut bien définir, pour ma part, le clavicorde. Il est certain que jouer du clavicorde apporte beaucoup parce qu'il donne une forme de liberté. Il permet aux joueurs de clavier qui jouent le clavicorde de façonner le son, puisqu'il est en contact direct avec la corde. Il n'envoie pas d'informations à la corde comme au piano, à toute une mécanique complexe comme à l'orgue, ou à une corde qu'il fait vibrer comme au clavecin, et où il n'y a plus aucune incidence sur le son une fois que le son a été émis, à part l'étouffoir, bien sûr. Mais voilà, je ne sais pas si c'était clair, mais c'est en tout cas ça. Le clavicorde, c'est peut-être un instrument protestant dans la recherche de la profondeur, les questionnements qu'on peut se poser, un peu philosophique, mais c'est aussi un instrument extrêmement sensuel. Et ça, moi, je tiens à le marquer. Et je voulais juste rectifier. Donc, Benjamin, j'ai ouvert des portes et des fenêtres, mais je suis pour rien dans son élan vers le clavicorde. Ah, un petit peu. Bon. En tout cas, c'était le hasard, c'était bien comme ça. C'est toujours des belles rencontres, quoi qu'il arrive. Alors, on va bientôt conclure cet entretien. Vous avez mentionné votre activité pendant le confinement. J'aimerais un peu parler justement de la vie culturelle en France, qui est quand même à l'arrêt depuis maintenant plus d'un an. En raison de la pandémie, les annulations de concerts, parfois sans report, ont souvent été désastreuses, il faut le dire, pour les musiciens professionnels. Et celle-ci peut même se révéler insoutenable pour certains. On peut évoquer le claveciniste et chef de chœur François Grenier, qui a récemment mis fin à ses jours. J'aimerais avoir votre avis, Benjamin Allard. Ne pourrait-on pas opter, comme l'Espagne, pour un maintien des concerts avec les mesures drastiques, évidemment, qui s'imposent? Et est-ce que la vie culturelle en France est-elle donc, selon vous, une nécessité aujourd'hui? Alors, c'est une vaste question. Il n'y a pas qu'en France. C'est sûr que l'Espagne a fait ce choix d'avoir repris l'activité culturelle assez rapidement. Il n'y a pas eu de cas ni de choses extrêmement dangereuses qui ont pu être prouvées. Et je dois avouer que si je n'avais pas été entouré d'un certain nombre de proches, de personnes, et que je n'avais pas eu notamment une trame dans ma vie qui est par exemple le projet d'Intégral Bac ou un certain nombre de choses. Les choses ont été bien sûr compliquées, elles le sont toujours financièrement, mais il faut très très clairement être entouré, et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes pour un artiste, le fait d'avoir organisé un certain nombre après le premier confinement, un certain nombre de concerts privés avec des proches, avec le clavicorde, justement, faisant découvrir tout un tas de choses. Il me semble qu'il y a deux choses dont on peut parler quand on parle de vie culturelle. Il y a la vie culturelle publique, c'est-à-dire les grandes salles de spectacle, les théâtres, les cinémas. Mais il y a aussi une vie culturelle qui fait partie de la vie, c'est-à-dire qui peut se trouver chez chacun, à la maison, des livres, la façon de pratiquer une activité artistique. Et il me semble que dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, bien que nous ayons accès à énormément de choses avec nos téléphones portables, smartphones, nos tablettes, nos ordinateurs et tous ces moyens, eh bien, souvent, nous avons tellement accès à des choses que une des choses les plus importantes qui serait liée à la pratique d'une activité artistique qu'on peut définir en un geste artistique, la lecture, sont aussi des choses qui font partie de la vie culturelle. Et la vie culturelle en temps public est évidemment
extrêmement importante. Il faut que les salles de concert puissent rouvrir. Il faut qu'on puisse aller au concert. Il faut qu'on puisse entendre des musiciens de rue qui vont défiler. Il faut qu'on puisse aller au théâtre. Il faut que les orchestres, que les opéras, que tout se passe. Mais il ne faut pas perdre de vue que la culture ne réside pas seulement là-dedans. Ça n'est pas seulement une consommation, entre guillemets, culturelle de divertissement vers laquelle nous sommes amenés sans cesse. Cette partie est extrêmement importante, mais il nous faut chacun trouver le moyen souvent, ce sont des choses, quand on prend le temps, qui viennent par hasard. C'est souvent ces activités entre guillemets artistiques résident dans des choses qui sont souvent extrêmement simples. Il nous suffit d'observer une chose pour ensuite que ça nous rappelle un tableau. Alors évidemment, pour ça, il faut que les musées puissent rouvrir. Mais je pense que ces deux choses sont extrêmement importantes. Et l'une sans l'autre, en ce moment, il nous manque évidemment le fait de pouvoir aller au concert et au théâtre. Mais sans ça, ça ne fait pas grandir vraiment l'humain, si je dois dire, enfin quelque chose d'intérieur. Il faut oublier, je pense, et mettre un peu de côté toute cette consommation pour se recentrer. Voilà. Je dis ça sans aucun jugement de valeur par rapport à aucune salle de concert. Je dis ça très librement. Et c'est très facile de le dire finalement. Mais je pense que nous pouvons chacun, en ayant conscience de ça, faire un peu pour nous-mêmes, pour les autres, invitant quelqu'un qui n'a jamais entendu de musique, par exemple, un petit concert privé chez soi. C'est 3 fois rien. Mais ça peut faire découvrir quelque chose. Même titre qu'un enfant d'un milieu qui n'est absolument pas porté sur la culture au sens consommation, salle de spectacle, etc. Ce qui est mon cas d'ailleurs. Eh bien un jour entend de l'orgue et puis devient musicien. Voilà, c'est tout bête, mais c'est comme ça. Et justement, sur l'importance de cette symbiose entre vie publique et vie intérieure, j'aimerais conclure cet entretien. Merci beaucoup Émile Jobin et merci beaucoup Benjamin Allard. Merci Anne de Fournel, merci beaucoup. Merci beaucoup.